Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Imaginez un instant le scénario. Un drone en plastique, qui coûte en gros le prix d'un scooter d'occasion, vient d'anéantir un radar américain dernier cri d'une valeur d'un demi-milliard de dollars. Et ouais, ça semble totalement irréel dit comme ça. C'est clair, ce n'est pas de la science-fiction ni une théorie sur le futur de la guerre. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même et ça redéfinit la guerre moderne sous nos yeux. Donc aujourd'hui, notre mission, c'est de plonger au cœur d'une véritable montagne de documents. On parle de rapports de renseignements bruts, d'analyses géopolitiques hyper pointues. Le but, c'est de décortiquer cette escalade militaire foudroyante entre les États-Unis et l'Iran. Absolument. Et surtout de comprendre l'onde de choc mondiale que ça provoque. Parce qu'il faut vraiment dépasser les gros titres de l'actualité pour saisir l'ampleur du phénomène. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre la mécanique, le pourquoi et le comment. Ouais, voir comment des technologies presque rudimentaires, des trucs qu'on trouve presque en vente libre, bouleversent un ordre mondial qu'on pensait intouchable. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis obligée de faire un petit rappel sur notre règle d'impartialité. Très important, oui. Voilà. Les documents sur lesquels on se base contiennent des opinions politiques très tranchées. Il y a des critiques parfois virulentes contre l'administration américaine actuelle, par exemple. Notre rôle ici, ce n'est pas du tout de prendre parti ou de valider ces opinions. Non, clairement pas. L'analyse géopolitique, ça demande une certaine froideur. On est là pour rapporter les faits tactiques et les analyses stratégiques. Exactement. On laisse la mécanique des faits parler d'elle-même. Et justement, entrons dans cette mécanique avec notre premier grand thème. C'est le paradoxe absolu de la guerre asymétrique. Ce qui ressort massivement de toutes ces sources, c'est l'effondrement du modèle militaire traditionnel face aux drones. Et les chiffres donnent littéralement le vertige. D'un côté, les rapports nous apprennent que l'Iran possède un inventaire massif de 88 000 drones, les fameux drones Shahed, et le coût de production de masse de ces engins, c'est environ 7 000 $ l'unité. 7 000 $, c'est rien du tout à l'échelle militaire. C'est une goutte d'eau. Et de l'autre côté, ces engins low-cost ont détruit entre 1,3 et 5 milliards de dollars de technologie américaine ultra sophistiquée. C'est un rapport de force économique qui est complètement dingue. Ah oui, c'est hallucinant. Et on ne parle pas de la destruction de 2 ou 3 jeeps, là. Non, pas du tout. On parle d'avions radar E3 et E100 anti. Ce sont d'immenses centres de commandement volants qui valent dans les 300 millions de dollars pièce. Et pire encore, il y a eu la destruction de radars du système THAAD. Le fameux bouclier antimissile, c'est ça? C'est ça. Le THAAD, c'est le système ultime pour intercepter des menaces balistiques à très haute altitude. Un seul de ces radars coûte 500 millions de dollars. Et il se fait détruire par un truc à 7 000 $. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme si la stratégie occidentale, c'était d'aligner une hypercar de Formule 1 à plusieurs millions d'euros sur un circuit, avec la meilleure ingénierie du monde. Je vois très bien où vous voulez en venir. En face, l'adversaire gagne la course, non pas en construisant une voiture encore plus rapide, il jette simplement des clous à 2 euros sur la piste pour crever les pneus de l'hypercar. Le bijou technologique est paralysé par un truc qui ne coûte rien. C'est une excellente image. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont les forces asymétriques utilisent la puissance de l'adversaire contre lui-même. En fait, c'est du vrai judo géopolitique. Du judo géopolitique, j'aime bien l'expression. Bah oui, parce que les armées traditionnelles sont construites pour combattre la guerre précédente en pensant que la supériorité technologique écrase tout. Mais quand un navire tire un missile intercepteur à 2 millions de dollars pour abattre un drone en plastique à 7 000, qui gagne vraiment à la fin? Sur le moment, le navire est sauvé, donc tactiquement, il gagne. Tactiquement, oui, mais stratégiquement et économiquement, l'armée qui tire ce missile s'épuise, elle s'asphyxie financièrement à petit feu. Je comprends totalement l'idée de l'épuisement financier. Mais il y a un truc qui me chiffonne dans les rapports. Une armée moderne, ça a des capacités de guerre électronique énormes, non? Des brouilleurs pour couper les signaux. Pourquoi ils ne brouillent pas juste le signal radio de ces drones pour les faire tomber? Alors là, on touche au génie de l'adaptation sur le terrain. Et c'est largement inspiré des leçons de la guerre en Ukraine. Face aux brouilleurs occidentaux, la parade n'a pas été de faire un signal radio plus puissant. La parade, c'est le câble à fibre optique. Attendez, un câble? Vous voulez dire une connexion physique? Exactement. Des drones sont équipés de bobines de fibre optique ultra fines de plusieurs kilomètres. Pendant qu'il vole, le drone déroule littéralement un fil derrière lui qui le relie à son pilote. En plein vol. C'est incroyable. Bah ouais. Et comme l'information passe par la lumière à l'intérieur du câble, il n'y a plus aucune onde radio à brouiller. Les brouilleurs à plusieurs millions de dollars brassent du vent.
Le drone est totalement immunisé. Une innovation de briquet de broc, mais absolument imparable. Et les documents parlent aussi des drones commerciaux, les petits trucs qu'on achète en magasin. Oui, les petits drones DJI grand public. Ils sont modifiés dans des ateliers clandestins avec des pièces imprimées en 3D, juste pour pouvoir larguer de simples grenades M67 américaines. C'est du bricolage mortel. Et ça ne s'arrête pas aux airs. L'analyse mentionne aussi l'eau, avec des drones navals semi-submersibles. J'ai lu cet exemple glaçant d'un drone qui a détruit un sous-marin russe. Ah oui, cet exemple est particulièrement marquant. Le drone a navigué très lentement au ras de l'eau pour échapper au radar. Et il s'est faufilé dans le port, juste entre le mur du quai et les hélices du sous-marin. Et la mécanique de l'explosion est diabolique. Le drone n'avait même pas besoin d'une charge massive, en fait. C'est ça. En explosant contre le mur en béton du quai, le mur a agi comme une enclume. Ça a forcé toute l'onde de choc directement dans la coque du sous-marin. C'est juste de la physique de base utilisée pour détruire une machine de guerre colossale. C'est terrifiant d'efficacité. Mais alors, face à ça, quelle est la réponse des armées modernes? Paradoxalement, la réponse n'est pas dans l'escalade technologique. C'est même une régression balistique. Les vétérans ukrainiens partagent aujourd'hui leur expertise et ils enseignent des méthodes purement mécaniques. C'est-à-dire? On oublie les lasers et les missiles intelligents. Totalement. Ils préconisent de mettre de vieilles mitrailleuses de calibre 50 tous les 2 km sur les plages, ou même d'utiliser des hélicoptères en altitude pour tirer sur les drones avec des fusils de chasse chargés de grenailles de plomb. Le fameux birdshot, la grenaille pour chasser les oiseaux? Exactement. Une nuée de petits plombs couvre une large zone. Ça a beaucoup plus de chances de déchiqueter les hélices en plastique d'un petit drone qu'un missile conçu pour abattre un avion de chasse. C'est un retour brutal à la bonne vieille balistique pas chère. Le choc culturel doit être immense pour des armées habituées aux écrans tactiles. Mais bon, ces armes, elles sont déployées dans une géographie bien spécifique. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point, le fameux goulot d'étranglement du détroit d'Ormuz. Oui, parce que la géographie ici, c'est le multiplicateur de force de cette guerre asymétrique. Le golfe Persique, c'est un environnement maritime ultra fermé, presque claustrophobique à l'échelle militaire. Les faits rapportés sont fous. D'un côté, les forces américaines ont frappé plus de 13 000 cibles. On parle même de bombes anti-bunkers géantes utilisées pour détruire le dépôt souterrain de Shahid Karazi près d'Ispahan. L'Iran y a installé un véritable péage de facto. Il faut vraiment visualiser la zone. Entre l'île iranienne de Keshm et l'île de Larak, le passage navigable fait seulement 18 km de large. C'est ridicule. C'est minuscule, oui. Et par ce petit couloir transite une part gigantesque de l'énergie mondiale. Pour prouver leur contrôle, les Iraniens ont même utilisé un missile de croisière pour frapper un pétrolier koweïtien, le Al-Salmi, au large de Dubaï. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les sources mentionnent des menaces américaines de détruire l'île de Karg, les puits de pétrole, les usines de dessalement. Mais comment une superpuissance capable de frapper 13 000 cibles peut-elle être tenue en échec par un détroit de 18 km long? C'est la question centrale. Et la réponse n'est pas militaire, elle est sociologique et culturelle. C'est une question de tolérance à la douleur. Tolérance à la douleur. C'est-à-dire? Les documents montrent une différence fondamentale de résilience. La population iranienne, et surtout les forces paramilitaires comme le Basiji, qui comptent des millions de membres potentiels, ont une structure mentale préparée à l'endurance. Si on détruit leurs usines électriques, ils sont prêts à vivre sans électricité. Ils voient ça comme un sacrifice patriotique ou religieux, d'après les rapports? C'est tout à fait ça. En face, les démocraties occidentales n'ont aucune tolérance pour une guerre d'usure prolongée. Il n'y a pas d'acceptation publique pour des pertes humaines importantes ou des pénuries d'énergie qui paralyseraient notre confort quotidien. Surtout avec la géographie locale qui n'aide pas du tout. Ah bah non, les côtes iraniennes sont montagneuses, pleines de grottes. De simples escouades avec des mortiers cachés dans les collines ou quelques petites embarcations rapides suffisent à transformer le passage en roulette russe. Et le problème commercial, il est là. Un navire marchand géant, c'est une cible énorme et super lente. Si les assurances refusent de le couvrir, le trafic s'arrête net. Et ça nous propulse directement dans notre troisième grande partie, l'onde de choc géopolitique et l'effondrement économique. Parce que oui, la paralysie de ce petit couloir d'eau a déclenché une réaction en chaîne foudroyante. Quand le cœur énergétique du monde s'arrête, toute l'économie planétaire fait un infarctus. Les chiffres extraits des rapports font froid dans le dos. Sur les marchés, le bruit WTI a explosé à 132 $. Le Brent, la référence internationale, a atteint 117 $. Et ça, ce ne sont que les contrats à terme. La situation est bien pire sur le marché physique.
Le fameux marché au comptant, là où on achète le baril pour livraison immédiate. Là, c'est la panique pure. Les prix ont bondi entre 160 et 170 $ le baril. C'est le prix de l'angoisse logistique, ni plus ni moins. Mais le truc fou, c'est que l'impact dépasse largement l'énergie. L'industrie technologique a vu s'évaporer 5 000 milliards de dollars de valorisation boursière. 5 000 milliards? Mais je veux dire, comment le blocage de pétroliers peut provoquer un crash pareil dans le secteur de la tech et des logiciels? Le lien mécanique, c'est la chaîne d'approvisionnement en flux tendu. Le secteur de la tech dépend totalement d'une logistique maritime parfaite pour ses semi-conducteurs produits en Asie. Donc si le détroit ferme, les coûts de transport explosent. Voilà. Et la certitude de recevoir les pièces à temps disparaît. Or, la bourse déteste l'incertitude. La tech s'effondre parce que l'économie physique, celle des cargos, est coincée. C'est fascinant de voir cette imbrication. Et pendant que l'économie plonge, les alliances diplomatiques historiques volent en éclats. Les rapports soulignent l'isolement grandissant des États-Unis. Même des alliés proches comme le Royaume-Uni ou la France prennent leur distance. Et il y a pire. L'Italie et l'Espagne ont formellement interdit l'utilisation de leur espace aérien aux bombardiers américains. Ça bloque l'accès à des bases de l'OTAN cruciales, comme celle d'Aviano en Italie. C'est un désaveu total. Traditionnellement, le parapluie militaire américain garantissait la loyauté de tout le monde. Aujourd'hui, la peur d'une contagion du conflit prime. Et regardez le réalignement de l'Arabie saoudite. Historiquement très proche de Washington pour sa sécurité, Riyad a constaté que les défenses antiaériennes américaines n'arrivent pas à bloquer les drones low-cost. Du coup, ils ont pris une décision qui semble surréaliste sur le papier. L'Arabie saoudite a signé un pacte de défense avec l'Ukraine. Comment ça marche dans la réalité? C'est un pur échange pragmatique. Riyad a l'argent, mais a un besoin vital de savoir contrer ses drones. Et les vétérans ukrainiens sont devenus les maîtres mondiaux incontestés de cette guerre asymétrique. Donc l'Ukraine fournit le savoir-faire tactique, comme l'histoire de la fibre optique, contre un soutien financier saoudien. Exactement. Les alliances ne se font plus sur l'idéologie, mais sur la capacité réelle à contrer les nouvelles menaces. Surtout que l'Arabie saoudite a une autre épée de Damoclès au-dessus de la tête, très bien détaillée dans les sources, la menace des Houthis. Une force de frappe de 350 000 combattants, ce n'est pas rien. S'ils entrent pleinement dans le conflit, ils peuvent fermer la mer Rouge et le canal de Suez. Et surtout détruire l'oléoduc saoudien de Yanbu. C'est le point critique. Ah oui, cet oléoduc est vital. C'est l'infrastructure de secours construite spécifiquement pour contourner le détroit d'Ormuz. Si les Houthis le détruisent, il n'y a plus aucune route de sortie pour le pétrole. C'est échec et mat logistique. Ce qui soulève une immense question géopolitique à la lecture de ces analyses. Face à cette impuissance militaire occidentale, on assiste à une accélération de la dédollarisation. Si on élargit un peu la perspective, comment ce conflit menace-t-il la monnaie américaine? C'est un peu le point d'orgue de la crise. Imaginez le commerce mondial comme un immense marché. Tout le monde utilise le dollar parce que la marine américaine agit comme la société de sécurité qui protège les routes pour aller au marché. Sauf qu'aujourd'hui, les marchands voient que cette sécurité surarmée n'arrive pas à empêcher des petits drones de bloquer les routes. Exactement. Donc, pour contourner les blocages et les sanctions, de nombreux pays décident de créer de nouvelles routes en utilisant leur propre monnaie. La puissance d'une armée ne vaut plus rien diplomatiquement si elle ne peut plus garantir la sécurité des cargos. C'est une excellente synthèse. L'ironie globale de tout ça est implacable. Pendant des décennies, on a pensé que des budgets de défense astronomiques garantissaient la victoire à tous les coups. On voit bien que ce paradigme est totalement brisé. Il a suffi de bobines de fibre optique, de quelques pièces imprimées en 3D et de drones à 7 000 $ pour tenir en respect l'infrastructure militaire la plus puissante de l'histoire. Les règles de la guerre navale ont été réécrites. Et les conséquences, elles se font sentir tous les jours pour nous. Le blocage d'un détroit de 18 km à l'autre bout du monde, ça se retrouve directement à la pompe à essence, sur le prix de l'électronique ou même de l'agriculture. L'asymétrie locale dicte l'économie mondiale. Ça donne vraiment le vertige. Et ça soulève une question presque existentielle avec laquelle je voudrais laisser notre audience. Si une coalition d'acteurs régionaux sous sanction peut prendre l'économie planétaire en otage avec du matériel grand public, comment nos propres sociétés modernes, hyper centralisées et dépendantes de chaînes logistiques tendues, vont-elles réussir à protéger leurs infrastructures vitales demain? C'est une réflexion profonde et un peu effrayante sur la vulnérabilité de notre monde connecté. On gardera tous en tête cette image de l'hypercar de Formule 1 stoppé net par de simples clous à 2 €. Merci d'avoir suivi cette plongée exigeante dans les rouages géopolitiques modernes. On continue notre exploration très bientôt. À la prochaine pour une nouvelle analyse.